J'enregistre. Bonjour et bienvenue sur les auditions d'Objectif RIC. Tout d'abord, je voudrais vous poser une petite question. Est-ce que vous pouvez vous présenter, prénom, nom, le sujet des travaux sur lesquels vous êtes et depuis combien d'années, s'il vous plaît? Ken Chouard, je suis prof à Marseille depuis une trentaine d'années. Je m'occupe de la Constitution et notamment du référendum d'initiative citoyenne depuis 2005. Et je fais des ateliers pour qu'on s'entraîne à les écrire nous-mêmes, ces institutions, et notamment celle du RIC depuis janvier 2006. Donc ça fait 14 ans et demi. Alors, national et local, ce sont deux types de RIC. À mon avis, ils doivent tous être en toute matière, ce qui est la façon la plus simple de le résumer. Et si on essaye de savoir un peu plus en détail qu'est-ce que ça veut dire, on va avoir des référendums législatifs pour imposer une loi que les représentants ne voudraient pas nous donner, abrogatoires qui permettraient d'abroger une loi ou un règlement, un arrêté, un décret, ou un traité, ou un article de constitution. Toute norme, en fait, obligatoire, toute norme européenne, par exemple, toute norme qui nous est imposée, on devrait pouvoir l'abroger ou s'en protéger. Il faudrait aussi que le RIC puisse être révocatoire, il faudrait qu'on puisse se débarrasser d'un représentant dont on estime qu'il ne rend pas les services qu'on attendait de lui, quel que soit le représentant, qu'il soit élu ou pas élu, qu'il soit fonctionnaire, qu'il soit titulaire d'un pouvoir quel qu'il soit en notre nom, payé par nous, il faut qu'on puisse le révoquer à tout moment dès qu'on estime qu'il est dangereux pour nous au lieu de nous servir. Et puis, constituant, le RIC, dernier RIC sur lequel on a travaillé nous depuis 15 ans, c'est le RIC constituant, c'est-à-dire celui qui permet au peuple de changer de lui-même, d'améliorer lui-même sa constitution en peuple, c'est-à-dire son contrat social, c'est-à-dire le contrat de travail de ses représentants. Donc tout ça, en fait, peut être résumé. Alors, on pourrait détailler encore, à partir du moment où on dit RIC en toute matière, on peut développer à l'infini les possibilités, mais quand on dit en toute matière, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Si on est souverain, par définition, ça veut dire qu'on décide et qu'on a de comptes à rendre à personne. Dès qu'on a à rendre des comptes à quelqu'un de la soi-disant souveraineté, c'est que c'est plus une souveraineté, c'est celui à qui on rend des comptes qui est souverain. Il me semble que ce qu'il faudrait pour les citoyens, pour que ce soit intelligible, compréhensible, il faudrait tendre vers, aspirer à un protocole globalement unique et simple, de façon à ce que tout le monde le comprenne bien et de façon à ce qu'ensuite chacun puisse en être le défenseur. Si c'est trop compliqué, il y aura beaucoup de monde qui va être comme tenu à l'écart par la complexité. Et nous avons besoin de tous les citoyens comme autant de soldats pour défendre cette constitution, défendre ces institutions. Donc à mon avis, c'est important de tendre vers le fait que le protocole soit unique pour un objectif de simplicité. Maintenant, on peut imaginer qu'il y a quand même quelques variations en fonction de la gravité, de l'importance. Par exemple, ce qui me viendrait à l'esprit, c'est on pourrait imaginer d'instituer une majorité qualifiée, c'est-à-dire renforcée, c'est-à-dire plus de 50% pour tous les sujets particulièrement graves comme le refus d'un traité ou le changement de la Constitution. Bon, pour ces décisions-là, on pourrait demander que le protocole soit un petit peu plus sévère, qu'il y ait une majorité qualifiée qui soit exigée. Ou un quorum, c'est-à-dire une participation minimum pour que la décision soit légitime. Mais il faut savoir que si on met en place un quorum, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une participation minimum au scrutin pour que le scrutin soit validé. Si on décide ça, on donne beaucoup de force aux non-listes.
parce que quel que soit le sujet, parce que les nonistes, dans cette configuration-là, vont appeler à l'abstention, et en ajoutant leur voix à l'abstention, s'ils arrivent à ce qu'on n'atteigne pas le quorum, ils peuvent gagner, même s'ils sont minoritaires, par le simple fait qu'il y ait une grande quantité d'abstentionnistes. Donc c'est très conservateur en fait de prévoir un quorum. Il faut faire attention à ça. Il faut y réfléchir. C'est pas à moi de décider, mais dans les ateliers constituants, on réfléchit à est-ce qu'il nous faut un quorum ou pas. Mais bon, sur les modalités, il me semble qu'il faudrait viser un protocole qui soit le même au niveau local, au niveau national, essayer de l'exprimer dans des termes qui soient valables, quel que soit l'échelon. Oui. À partir du moment où une personne est payée par les citoyens pour rendre un service public, donc exercer un pouvoir, il faut qu'il soit sous le contrôle des citoyens, donc de chambres de contrôle tirées au sort, et révocable à tout moment. Alors, bien sûr, comme en toute matière de justice, il faut certainement prévoir une procédure au cours de laquelle la personne à qui on reproche d'avoir mal fait son travail puisse se défendre publiquement, parce que si ça se trouve, elle fait l'objet d'une cabale, d'un complot, de manigances qui la font passer pour quelqu'un qu'elle n'est pas, et ce serait dommage de la perdre parce qu'en fait, elle a fait l'objet de calomnie. Donc, il faut que cette personne puisse se défendre. Une fois que la décision de la révoquer a été prise, si la décision a été serrée, vous voyez, si le vote a donné 51% ou 52%, vous voyez, pas beaucoup plus que la majorité, peut-être peut-on prévoir une procédure d'appel. Comme en matière de justice, vous voyez, un double degré. Alors, le problème, c'est que le double degré, ça consiste à faire rejuger l'affaire par un autre juge. Or là, le juge, c'est le peuple. Et le faire à nouveau juger par le peuple, on pourrait contester le fait que c'est un deuxième degré de juridiction puisque c'est le même juge. En fait, ce sera probablement jamais le même juge. C'est-à-dire que si la première décision, le premier vote, le premier référendum consiste à révoquer la personne alors que personne ne s'y attendait, ou ne pas révoquer la personne alors que personne n'y attendait de façon serrée, il est possible et même probable que lors du deuxième référendum qui correspond à ce qu'on considérait comme un deuxième degré de juridiction, il y a des tas d'abstentionnistes qui voient le danger et qui viendraient voter, soit pour, soit contre, pour corriger cette première décision, puisqu'on sent que c'était... Donc, révocatoire, oui, mais pas avec un coup près qui pourrait nous conduire à prendre de mauvaises décisions. Vous allez voir, plusieurs fois, je vais suggérer que par des procédures, nous pourrions limiter le risque. Je ne veux pas dire limiter au sens d'empêcher les risques sur le fond de certains sujets, mais limiter le risque surtout pour nous empêcher par des procédures, des délais, des seuils, nous obliger à bien réfléchir et à ne pas décider trop vite. Oui. Donc, on reparlera de ça tout à l'heure, je pense. Donc, ça peut être une personne seule, qui à ce moment-là fera des filtres, dont on parlera plus tard, ou un collectif. Il faut décider du nombre de personnes qui sont légitimes pour poser une question à tous les autres. Souvent, c'est 0,5 ou 1% de la population. Et à ce moment-là, il n'y a pas de filtre. Si nous avons réussi à être 0,5% de la population, à vouloir poser une question à toute la population, il faut qu'on puisse le faire sans filtre oligarchique. Et quel âge, nationalité, est-ce que tout le monde sur le territoire peut le faire? Moi, je dirais qu'il n'y a pas de différence avec la citoyenneté. C'est que si on est citoyen, on peut voter, on peut avoir une initiative. On pourrait imaginer que ce soit des enfants, puisqu'il ne s'agit pas de voter, là il s'agit d'avoir une initiative. Peut-être que les enfants, ça leur donnerait le goût précocement, le goût de faire de la politique et d'agir sur le réel en questionnant les adultes eux-mêmes. Ça les rendrait plus mûrs probablement plus tôt. Et c'est pas très dangereux puisque c'est pas eux qui vont décider, ils vont juste poser les questions. Donc on pourrait admettre les enfants dès qu'ils sont en âge de le vouloir
j'ai pas de problème avec ça. Mais d'une façon générale, dans tout ce que je vais vous dire, je suis pas du tout légitime pour imposer quoi que ce soit. Je vous dis là où j'en suis de ce que j'ai observé. Mais ce qui est très important, c'est que dans tous les cas, c'est aux simples citoyens d'écrire eux-mêmes les règles du RIC. Super important, ça. C'est sûrement le plus important de tout. À mon avis, la définition même de la souveraineté, c'est-à-dire le souverain, c'est celui qui décide sans avoir de compte à rendre à personne. La définition même de la souveraineté fait que je ne vois pas comment on pourrait considérer comme légitime une limite à la souveraineté. Ceci dit, on le verra peut-être tout à l'heure, mais je peux en dire un mot tout de suite. Les citoyens eux-mêmes, à l'unanimité, peuvent restreindre volontairement cette souveraineté, à mon avis, pas tant sur le fond que sur la forme. C'est-à-dire que je vois bien un collectif de citoyens éveillés, conscients, réfléchissant à la politique, et se méfiant de lui-même, le collectif de citoyens se méfiant de lui-même, sachant que dans l'émotion, on peut décider trop vite, dans la colère, mal décider. Et je vois bien ce collectif éclairé, s'imposer à lui-même, sauf peut-être cas d'extrême urgence, mais s'imposer à lui-même de prendre le temps pour décider, donc de s'imposer des délais. Quand le scrutin a été serré, qu'il y a eu peu de différence entre les oui et les non, de s'imposer de revoter 6 mois ou 1 an plus tard, parce que le scrutin a été serré, pour voir si par hasard ça n'a pas changé 1 an plus tard compte tenu des résultats. Vous voyez qu'il y a des institutions qui nous permettent de, par la forme, par la procédure, non pas de limiter la souveraineté, mais d'en agencer l'exercice de façon à nous protéger de la décision sur un coup de tête. C'est pas vraiment des limitations du fond. Hein. Sur votre question, je dirais non, pas de limite sur le fond. Évidemment, hors de question de s'interdire d'opiner sur les impôts, sur les traités. Ce sont les sujets essentiels sur lesquels nous voudrions justement enfin reprendre le contrôle. Donc il n'est pas question de s'en priver. C'est les oligarques, hein, c'est les voleurs de pouvoir qui parlent de limiter les domaines du RIC. Mais le peuple lui-même n'a pas intérêt du tout à limiter sa souveraineté. Moi, je dirais que il faut éviter à tout prix que qu'un organe dans la chaîne de décision du RIC soit oligarchique. À mon avis, il faut que tous les organes soient populaires, c'est-à-dire des chambres tirées au sort. Donc, la chambre des référendums dont je parlais, qui est une chambre tirée au sort, elle me paraît bien pour collecter, recevoir les initiatives, en vérifier la validité formelle, et puis vérifier qu'on n'a pas posé la même question dans les 6 mois ou dans l'année qui a précédé, et puis organiser la collecte sur le site du référendum, parce qu'il faut qu'il y ait un site dédié. Qu'est-ce que c'est que cette fameuse chambre? Comment est-ce qu'elle est nommée et comment elle est composée? Eh ben, il s'agit d'une chambre tirée au sort, donc ça peut être quelques centaines de personnes qui sont payées pour ça, dont les entreprises sont payées pour remplacer sans que ça leur cause de préjudice, comme toutes les chambres tirées au sort. Hein. Il faut qu'il y ait un statut du tiré au sort qui permette à n'importe qui d'être tiré au sort sans que ce soit une catastrophe. Ça va être une charge, mais il ne faut pas que ce soit une charge insurmontable. Donc il faut qu'on paye ces gens-là, qu'on les paye relativement bien, en tout cas peut-être, je sais pas, un peu plus que ce qu'ils gagnaient normalement, comme ça leur donne un intérêt financier à le faire. Il ne faut pas qu'ils le fassent pour l'argent, donc il ne faut pas que ce soit des sommes importantes. Puis il faut que l'entreprise perçoive elle aussi
l'entreprise qui employait la personne tirée au sort perçoivent de quoi remplacer le tiré au sort sans y perdre de l'argent. Il faut que la personne tirée au sort ait un droit à retrouver son emploi quand sa charge prend fin. Il faut qu'elle soit protégée contre les manœuvres, les pressions de toutes sortes pendant son mandat. Et il faut que cette chambre tirée au sort ait un budget. Si on laisse un organe oligarchique décider du budget, comme aujourd'hui c'est l'exécutif qui décide du budget de la justice par exemple, et qui, on l'observe partout en fait, affame le budget de la justice, affame la justice pour qu'elle puisse pas rendre la justice à temps, c'est très mauvais pour la justice. De la même manière, le budget réfléchi par la Chambre elle-même. La Chambre devrait demander un budget au peuple et par référendum, le peuple devrait lui donner ou pas, directement, disant oui, vous avez besoin de plus d'argent, bah tenez, oui, c'est d'accord. Et de cette manière, l'exécutif pourrait pas rendre la Chambre inopérante faute d'argent comme elle le fait avec la justice, comme il le fait avec la justice. Et comment collecte, alors quand est-ce qu'elle collecte les pétitions, s'il y en a, et comment elle le fait? Est-ce que c'est format papier, numérique? Est-ce qu'elle examine la moralité des gens qui signent ou y a-t-il des limitations à ceux qui signent la pétition? Ah, j'ai pas réfléchi là-dessus. La moralité des gens qui signent, non, pas du tout. J'imagine pas une seconde de faire ça. Comment celui qui est légitime? Rendez-vous compte de la question que vous me posez. Qui est légitime pour dire non, toi t'as pas la moralité pour voter, toi non, tu peux pas voter. Voilà, toi tu t'as pas la moralité. La moralité pour voter, c'est-à-dire que s'ils ont été jugés et punis, ils ont exécuté une peine, normalement, ils sont blanchis. Enfin, sinon, il n'y a pas de justice. Il faut qu'on puisse, après avoir exécuté une peine, on a un droit à l'oubli. Ça y est, on a expié. Ça va, on peut reprendre une vie normale. Sinon, on crée quoi, une classe de sous-hommes, ça va pas. Il faut que la justice est rendue et que la peine a été effectuée. À mon avis, ça concerne peu de gens et je vois pas pourquoi on leur retirerait, sauf si le juge estime, comme aujourd'hui, le juge peut estimer que quelqu'un va devenir inéligible. Il a volé dans la caisse, il peut mener sa vie, mais il peut plus être élu, il peut plus être candidat à quoi que ce soit. Et ça devrait. Alors, ça se réfléchit de savoir si un condamné en justice devrait mécaniquement ne plus pouvoir se présenter aux élections. Je suis tout à fait sur la position de Pasco là-dessus, c'est-à-dire que normalement, quelqu'un qui a été condamné parce qu'il a piqué dans la caisse, par exemple, il faut plus qu'il puisse se présenter aux élections. Je suis complètement d'accord là-dessus. Et pourtant, il y a un argument qui me touche, c'est celui de l'instrumentalisation de la justice, qui permet à un exécutif de faire condamner pour une bricole un opposant politique, et ce qui empêche l'opposant politique de se présenter à tout jamais. Donc il y a quelque chose à réfléchir. Je crois pas avoir entendu Philippe. Il faudrait que j'ai une discussion avec lui pour voir comment on pourrait éviter ce biais-là. A priori, je vois pas du tout de raison d'empêcher les gens de voter, soit pour l'initiative, soit pour soutenir l'initiative, soit voter pour le référendum. De toute façon, ça correspond à peu de gens. Et les signatures seraient récoltées par format papier, numérique? Non, pas numérique. Le vote numérique est opaque et incontrôlable. Donc c'est extrêmement dangereux. Il faut que tous nos votes, jusqu'à ce qu'on trouve une procédure fiable, mais pour l'instant, on n'arrive pas à avoir une procédure anonyme. Il faut qu'elle soit anonyme pour protéger les gens des pressions, protéger les femmes de leur mari, protéger les salariés de leur employeur, C'est très important l'isoloir. C'est
le moment où on opine est un moment où, si on est un être sous pression, il faut comprendre qu'on n'est pas tous dans ce cas-là, mais si on est quelqu'un qui est dominé, l'isoloir est vraiment un outil émancipateur. Donc il faut comprendre ça. J'entends souvent la critique de l'isoloir, mais comme si les gens oubliaient pourquoi ça a été mis en place. Mis en place pour protéger les gens dominés. Et si on veut garantir cet anonymat, c'est très compliqué d'avoir une procédure électronique contrôlable. Très compliqué. Alors, juste une petite demande de clarification. Donc, si par exemple il y a pétition, la pétition serait anonyme, on verrait juste le nombre de personnes, mais on ne verrait pas qui l'a signé. C'est ça? Il faudrait que les gens se déplacent et passent le cap d'un contrôle d'identité par une personne, mais on ne sait pas encore ce qu'ils votent. Et puis ensuite, il faut qu'ils votent, mais qu'ils votent de façon matérielle pour qu'on puisse compter ensuite. Ils votent dans un isoloir, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on le voie faire. Et comme ça, il laisse une trace qu'il peut vérifier lui-même. Dans l'urne, tout le monde peut vérifier, il y a des scrutateurs qui peuvent vérifier, et on peut recompter à tout moment. Tout ça est sous contrôle. Alors, je sais bien qu'il y a des fraudes possibles, mais beaucoup moins qu'avec le vote électronique. Avec le vote électronique, absolument toutes les fraudes sont possibles. Tous les informaticiens sérieux vous diront que, enfin, sauf si j'ignore une technique récente, mais je l'attends à cette technique parce que ça va être très important d'avoir la possibilité de voter par correspondant au vote électronique, de façon électronique. Alors, mais par contre, c'est pas le vote, là c'est vraiment la pétition. Oui, mais la pétition c'est un vote. D'accord, ok, donc ça me va bien. La pétition c'est un vote. Alors peut-être qu'on peut imaginer que pour l'initiative, on n'a pas besoin de l'anonymat. Parce que si on n'a pas besoin d'anonymat, là on peut avoir un vote électronique fiable. Parce qu'on peut compter. Et les gens peuvent vérifier eux-mêmes leur vote. Sur une liste publiée, mais on perd l'anonymat. Pour moi, la validation, elle est formelle, quoi. Il faut compter le nombre de signatures, vérifier qu'on a le compte qui est prévu par la Constitution. Il faut vérifier que la question n'a pas été posée, qu'elle est conforme au peu de conditions de validité qu'on aura mises, notamment le fait de ne pas poser 36 fois la même question la même année. Il faudrait qu'une fois qu'on a posé une question et qu'on a répondu oui ou non, on puisse plus poser la question pendant 1 an, pendant 6 mois. Enfin, c'est à nous de décider le temps, mais ça paraît raisonnable de protéger les citoyens de gens tellement têtus qui continueraient à poser la question jusqu'à ce qu'ils obtiennent satisfaction en encombrant le calendrier des référendums. Et en termes de délai, quand est-ce qu'une initiative, combien de temps faut-il pour qu'elle puisse récolter suffisamment de signatures? Moi, je ne mettrais pas de délai là. Je sais qu'en Suisse, il y en a, mais si une pétition met 5 ans pour y arriver, elle aura mis 5 ans parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens, on n'a pas beaucoup de médias, c'est petit à petit que ça s'accumule. Pourquoi est-ce qu'il faudrait que ça mette 6 mois ou 1 an ou 2 ans? Je ne vois pas de délai maximum. Par contre, je vois un délai, mais c'est pas votre question, un délai entre le moment où l'initiative a été reconnue et le référendum. Là, il faudra. Toujours dans cette validation de l'initiative, est-ce qu'un représentant de l'État, comme un préfet, un membre du gouvernement ou un élu quelconque, peut-il interférer ou bloquer cette phase de validation? Non, les représentants de l'État peuvent pas du tout bloquer la phase de validation. Non, comme je disais tout à l'heure, il faut absolument pas qu'il y ait une possibilité pour des institutions oligarchiques, pour un organe oligarchique, un organe d'un petit nombre, de bloquer ce mouvement du grand nombre vers une décision qu'il veut prendre. Il y a quelque chose d'intelligent, je trouve, dans la procédure suisse.
qui permet non pas de bloquer, mais qui permet au gouvernement ou au Parlement, face à une initiative inattendue, de dire ça c'est pas bête, je ferai pas ça tout à fait exactement de cette façon-là, et de proposer une contre-proposition gouvernementale ou parlementaire différente, et peut-être mieux réfléchie, peut-être plus crédible. Et finalement, dans le référendum, il y aurait la question, l'initiative oui, non, ou proposition du gouvernement ou du Parlement, suivant le cas. Parce que il y aurait même la possibilité pour le gouvernement ou le Parlement de dire bah oui, c'est une bonne idée ça, on le fait. Mais à ce moment-là, il faut quand même que les nonistes puissent se mettre en travers en disant non, mais ça peut-être que ceux qui étaient à l'origine de l'initiative étaient OK, une toute petite poignée. Le gouvernement oligarchique est OK, une toute petite poignée. Mais nous, globalement, on n'est pas d'accord. Donc on veut l'interdire. Donc il faut pas qu'ils puissent se mettre en travers. Il faut que la proposition gouvernementale puisse venir à côté du oui-non, mais pas à la place. Alors, il faudrait que ce soit, là encore, que ce soit un organe non oligarchique qui contrôle que tout se passe bien. Donc, ça, on a vu de la Chambre des référendums qui est tirée au sort, on ferait très bien l'affaire pour contrôler l'impartialité et la qualité de la période des débats qu'il y a entre l'initiative et le vote du référendum. Là, on touche un point absolument décisif, crucial. Si on rate ça, on s'est donné tout ce mal pour rien. Un référendum, ça va consister à donner la parole au peuple. Le peuple, chacun des citoyens va pouvoir opiner, donner son opinion. Cette opinion doit être absolument éclairée et qu'il faut que les citoyens aient, avant d'opiner, avant de voter, de décider, il faut que les citoyens aient entendu tous les arguments du oui, quelle que soit la question, les arguments du oui, et dans des conférences, ça, qui doivent passer à la télé, aux heures de grande écoute, sur toutes les chaînes, il faut entendre les arguments du oui, il faut entendre les arguments du non, il faut voir s'empailler plusieurs fois avec des gens différents, les gens du oui, les gens du non, pour voir pour que soient mis en scène les conflits, pour voir les tenants et les aboutissants, avec des débatteurs différents. Et il faut l'avoir fait pendant longtemps. À mon avis, au moins 6 mois, et même sur les questions difficiles, peut-être 1 an, enfin. Et c'est à la Chambre des représentants d'organiser ça. Mais le truc le plus important, absolument décisif, c'est l'indépendance des outils d'information. Indépendance par rapport aux ultra-riches qui ont acheté tous ces moyens aujourd'hui. C'est incroyable, c'est absolument scandaleux. Les ultra-riches, les gens les plus riches de tous les pays du monde, ont acheté les journaux, les radios, les télés, les instituts de sondage, les instituts statistiques, les agences de presse, les maisons d'édition qui éditent les essais, tous les livres que vous avez à lire, les maisons d'édition des manuels scolaires, tout ça est acheté par les ultra-riches, mais c'est scandaleux. C'est scandaleux. Tout ce qui permet à un honnête homme ou une femme, je ne sais pas c'est évidemment ce que je dis, mais tout ce qui permet à un citoyen digne de ce nom de forger son opinion comme il faut, tous les outils d'information sont aux mains des plus riches. Et c'est tout à fait contraire à l'intérêt général. Ça, c'est une folie. Et si on prévoit un RIC sans changer ça, sans changer l'appropriation des médias par les riches, on perd son temps. C'est pas la peine. Restez chez vous. C'est même pas la peine de discuter du RIC si on parle pas des médias. Il faut reprendre les médias aux ultra riches.
C'est pas normal qu'ils aient pu les acheter. Il faut qu'ils les rendent aux citoyens ou éventuellement aux journalistes. Mais les journalistes, ils ont déjà été choisis. Les journalistes actuellement de l'Obs, de Libé, du Monde, tous ces journalistes sont des gens de droite durs. Ce sont des amis des patrons, des ennemis du peuple. Donc, si on leur donne les médias, on se sort pas d'affaire. Ils vont continuer à désinformer et à mentir. Donc, il suffit pas d'obliger les riches à rendre les médias aux journalistes du moment. À mon avis, il faut faire des journalistes des gens extrêmement importants. Je me fais une très haute idée du métier de journaliste, et à mon avis, n'importe quel humain devrait pouvoir être journaliste. Donc, un jeune homme, une jeune femme qui choisit son métier, qui veut devenir journaliste, devrait pouvoir l'être, devrait pouvoir suivre une formation comme les juges suivent une formation. Il y a une école nationale de la magistrature, il faudrait qu'il y ait une école nationale du journalisme, dont les programmes, les méthodes, le recrutement, l'évaluation devraient être pesés, contrôlés par des citoyens tirés au sort. Donc cette école de journalisme, elle est super importante. Il ne s'agit pas que ça devienne un outil oligarchique comme les grandes écoles. Les grandes écoles, ça fait partie des médias d'ailleurs qui forment l'opinion et qui ne devraient pas être achetés par les riches comme Harvard qui a été créé par l'école de Chicago qui a été créée par Rockefeller par exemple. Tout ça est en dépit du bon sens. Ça devrait. Les riches ne devraient pas fonder des écoles. Ça ne devrait pas être possible, ça, à mon avis. Enfin bon, bref, je développe pas plus sur les médias, mais à mon avis, il faudrait que les jeunes gens, jeunes hommes, jeunes filles, qui veulent être journalistes, suivent une école publique, passent un concours, deviennent des fonctionnaires indépendants, donc des fonctionnaires très particuliers. C'est pas des fonctionnaires sous contrôle de l'exécutif, ce seraient des fonctionnaires comme les juges, indépendants du pouvoir, indépendants de l'exécutif, du Parlement, indépendants des autres pouvoirs vraiment, et indépendants des riches évidemment. Il faudrait qu'ils soient bien payés, qu'ils n'aient pas besoin d'être, puis qu'ils soient surveillés. Il faut vraiment qu'ils soient responsables sur leurs cassettes de tous les mouvements de fonds qu'il pourrait y avoir. Il ne faut pas que ces gens-là, il ne faut pas que les journalistes puissent faire des ménages auprès des riches, faire des conférences, payer 500 000, pourquoi, pour quel service rendu? Non. Il faut vraiment vérifier leur probité à ces gens-là. Et puis, il faut qu'ils aient quelque chose à craindre, comme tous les pouvoirs. Il faut qu'ils soient sous contrôle. Le CSA pourrait, donc le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui contrôlerait les journalistes, serait tiré au sort. Et donc, il faut vraiment... Excuse-moi, il y a encore un truc, c'est que pour organiser ces débats, entre l'initiative et le référendum, il faudrait vraiment que la Chambre des référendums organise des débats contradictoires sur la chaîne dédiée, qui s'appellerait la chaîne des référendums, et sur le site du référendum, où il y aurait tous les forums avec les questions-réponses, les débats, un peu comme une agora, quoi. Alors, c'est pas exactement une agora, c'est informatique, et il va se passer tellement de choses qu'on va en rater beaucoup. Il faudrait qu'il y ait le moyen pour les citoyens de voter en disant ce débat-là il est particulièrement intéressant, de façon à ce que les nouveaux venus qui arrivent dans les débats ne tombent pas dans un océan de débats inextricables en fait, ils puissent y accéder en disant montre-moi les débats les plus plébiscités par les gens pour que j'aille voir au moins les débats importants. Il faudrait qu'il y ait des outils qui aident les citoyens à entrer dans l'incroyable diversité des échanges qui vont pas manquer d'advenir entre les citoyens. La longueur de cette période de débat doit pouvoir, à mon avis, être variable en fonction de la question. Il y a des questions qui ont besoin de longs débats parce que personne ne connaît rien au sujet, c'est compliqué d'opiner, donc il faut une longue période de débat. Et il y a d'autres questions qui sont très simples, les opinions sont déjà formées, on en a déjà beaucoup discuté, et là, un court débat ferait bien l'affaire. Pour moi, tout le monde peut voter, tous les citoyens. Voilà, c'est simple. Qui fixe la date du vote?
ça pourrait être les initiateurs, ceux qui sont à l'origine de l'initiative, sont souvent les mieux à même de dire c'est une question difficile, ils y ont eux-mêmes beaucoup réfléchi et ils peuvent proposer en tout cas une date de vote qui sera dans 6 mois, dans un an et demi. Eux-mêmes, les initiateurs, peuvent proposer une date de vote, donc une période de débat entre les deux. La Chambre du référendum devrait pouvoir donner son opinion à elle et dire, il nous semble, nous, Chambre de référendum tiré au sort, il nous semble qu'il faudrait un débat un peu plus long. Ou bien, c'est pas la peine, ça va être trop long, on va se perdre, une période un peu plus courte ferait l'affaire. Quelle zone géographique serait retenue pour le vote et qui fixerait cette zone géographique? Là encore, c'est les initiateurs, principalement, qui peuvent décider du champ géographique de leur question. Et la Chambre du référendum peut avoir quelque chose à dire. Par exemple, si une commune fait un RIC sur la construction d'un barrage sur le cours d'eau qui passe sur la commune, la Chambre du référendum peut dire attendez, là vous n'êtes pas les seuls à être souverains, puisque le cours d'eau, il a un amont et un aval par rapport à vous. Il y a des communes qui sont impliquées, notamment en aval, en dessous de la commune, et qui vont être pénalisées par votre décision de construire un barrage. Vous n'êtes pas le seul corps de citoyens à pouvoir opiner sur cette question. La Chambre du référendum, à mon avis, est légitime. Enfin, c'est important d'avoir une institution qui soit capable, pour les problèmes locaux, d'étendre une question à d'autres communes ou d'autres populations que celles qui sont à l'initiative. Parce que sur les cours d'eau et toutes les servitudes, en fait, il va y avoir des communes en aval qui vont avoir envie de faire des référendums en interdisant à la commune en amont de faire un barrage ou une pollution, d'installer une industrie polluante ou un truc comme ça. Sous quelle forme le vote du référendum aurait-il lieu? Serait-il physique, numérique, les deux, sur plusieurs jours, une seule journée? L'avantage du vote sur une seule journée, c'est d'éviter l'influence des sondages. On pourrait interdire les sondages, mais c'est comme la drogue. Si vous interdisez la drogue, vous vous débarrasserez pas de la drogue. Si on peut sonder, les gens vont sonder. On peut les interdire, mais il y en aura quand même. Et donc, en fait, en organisant le vote sur une période très courte, on limite le biais par les sondages. Sur la façon de voter, on a déjà parlé. Je pense que le vote électronique étant opaque et invérifiable, à mon avis, nous devrions l'interdire absolument, jusqu'à ce que nous ayons trouvé le mix électronique manuel qui permet. Parce que pourquoi est-ce qu'on a besoin que ce soit électronique? C'est pour avoir l'assistance de l'ordinateur pour les dépouillements qui prennent trop de temps à calculer. Quand c'est oui, non, comme aujourd'hui, ou quand on élit un candidat, on donne toutes les voix à un candidat et rien aux autres, comme aujourd'hui. C'est tellement simple qu'on n'a pas besoin d'ordinateur pour faire les comptes. Mais si on a un vote à points ou un jugement majoritaire ou un autre mode de scrutin qui donne de la place à la nuance, là c'est très long à dépouiller à la main et on a besoin d'ordinateur. C'est pour ça qu'on a besoin de machines. Mais il ne faut pas tout abandonner à la machine, parce que sinon, vraiment, on a tout perdu. On fait dire à Staline, je ne sais pas s'il l'a vraiment dit, mais ça colle bien au personnage conceptuel qu'est Staline. Staline aurait dit, ce qui compte, c'est pas qui vote, c'est qui compte les voix. C'est vrai. Et si vous arrivez à devenir le maître du décompte des voix, je rappelle que c'est Hollande qui a compté les voix de Macron, peu importe ce que les gens votent. Donc, pas de machine électronique, je pense, jusqu'à plus ample informé. Avec l'espoir qu'on trouvera la technique qui permet d'avoir à la fois l'anonymat et le vote électronique, mais comme on n'y est pas encore, de ce que je sais, pour moi, c'est non. Peut-il y avoir plusieurs questions posées lors du même référendum? Oui, bien sûr.
Oui, il faut, il faut qu'il y ait. Je crois qu'en Suisse, ils ont deux jours de référendum, mais nous, on pourrait en prévoir 4 ou 2. Enfin bon, c'est à nous d'en discuter, mais ce seraient des fêtes, ce seraient des jours fériés, chômés, payés. Et quel mode de scrutin envisagez-vous? Oui, non, choix multiples, pondération par point, ce genre de choses. Ça dépend des questions. À mon avis, c'est variable suivant les initiatives et c'est aux initiateurs de décider ça. Alors, j'en ai parlé tout à l'heure, vous savez, sur le quorum vient à l'esprit, bien sûr. Le quorum, c'est un taux de participation minimum pour qu'une décision, un vote, soit légitime. Chez nous, il n'y en a pas. En France, on n'a pas de quorum. C'est-à-dire que même si 2 ou 3 personnes se déplacent pour voter sur des millions, ça va donner un résultat qui sera accepté, qui ne sera pas invalidé sur le plan constitutionnel. Il sera complètement illégitime parce qu'il y aura des millions et des millions et des millions de personnes qui n'auront pas voté, qui n'auront donc pas décidé et à qui on imposera le résultat du vote. Mais comme il n'y a pas de quorum, l'élection sera valide. Quand on décide de mettre un quorum, c'est parce qu'on ne veut accepter de prendre une décision que si beaucoup de personnes ont participé, ou en tout cas un minimum ont participé à la décision, soit pour dire oui, soit pour dire non. Et il faut comprendre que, donc ça vient à l'esprit, c'est logique. C'est logique qu'on pense à imposer un quorum pour qu'une toute petite partie de la population puisse pas décider à la place des autres, qui se taisent. Mais il faut savoir que à chaque fois qu'on institue un quorum, c'est comme si on donnait un atout majeur aux nonistes, quelle que soit la question. Parce que les nonistes, s'il y a un quorum, ils vont appeler à s'abstenir. Et donc leurs voix de nonistes, qui vont disparaître, vont s'ajouter aux voix des abstentionnistes pour invalider l'élection parce qu'on n'aura pas atteint le quorum. Et là, vous donnez beaucoup de force aux nonistes, et en fait, c'est très conservateur comme choix. Décider qu'il y a un quorum, il y a une logique à ça, hein, c'est pas un choix conservateur, mais le résultat va être conservateur. C'est-à-dire que ça va être difficile, si vous prévoyez un quorum, ça va être particulièrement difficile d'obtenir des oui. Et au RIC, quelle que soit la question. Hein. Et pour le taux de participation, faut-il un pourcentage à 50%, 60, 70 enfin... Alors, ça, c'est le quorum. Pour participation, c'est le quorum. Tu veux dire pour décider. Le pourcentage de vote, pardon, oui, pardon. Pour décider. Alors, est-ce qu'il faut une majorité simple ou une majorité renforcée? Ben ça va dépendre des cas. Quand le cas est très grave, il s'agit de modifier la Constitution, probablement les initiateurs et la Chambre du référendum vont préférer que la décision ne puisse être prise qu'avec une majorité renforcée, par exemple 60%. Il faut mettre beaucoup plus que ça, parce que si vous mettez 70 ou 80%, vous l'aurez jamais, quoi. Voilà, ça n'arrivera pas. Donc, faire attention avec la majorité renforcée. Si vous avez 60%, c'est déjà beaucoup. Mais il y a peut-être des cas dans lesquels on pourrait demander, pour les toutes petites communes, vous savez que sur les 36 000 communes, il y en a 17 000 qui ont moins de 500 habitants. Donc, il y en a beaucoup de toutes petites. Et pour celles-là, pour des décisions très graves, par exemple, une réduction de la souveraineté, en la transférant à une communauté de communes ou à un tiers, là, on pourrait exiger de l'unanimité sur les tout petits cas. Ou la presque unanimité, peut-être un 95%. Mais quand vous acceptez, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand la décision consiste à perdre de la souveraineté, vous ne pouvez pas, en philosophie politique, vous ne pouvez pas accepter ça à la majorité. Parce que là, vous êtes en train de bafouer la minorité, vous êtes en train de lui faire perdre sa souveraineté alors qu'elle n'est pas d'accord. Et vous ne pouvez pas faire ça à quelqu'un. La souveraineté, là, on s'est tout fait voler, c'est scandaleux. C'est Rousseau qui souligne bien le fait que, en fait,
on peut accepter l'idée d'une souveraineté réduite, mais à l'unanimité. Et là, Tout humain qui n'a pas consenti à ça, on ne peut pas lui imposer. Et là, je vais, pareil, de la même manière, poser plusieurs questions avec un ping-pong, hein. En cas de succès du référendum, donc la réponse est oui à la question posée. Le résultat a-t-il valeur de loi ou est-il simplement consultatif? Elle est bonne celle-là. Bien sûr, c'est pas valeur de loi, c'est valeur de loi, de traité, de constitution, ça dépend de ce qu'on a décidé, mais c'est même supérieur. Dans mon esprit, ce qu'un peuple aurait décidé par référendum, ça entraîne une décision dont la puissance est supérieure à toute règle de droit antérieure. Il n'y a qu'un référendum ultérieur qui pourrait passer par-dessus. Et quel est justement, donc si ça a valeur de loi, quel est le protocole de promulgation? Y a-t-il un délai tout de suite après la décision? C'est-à-dire, est-ce que les institutions doivent respecter un délai pour pouvoir promulguer? Y a-t-il une interaction avec d'autres organes institutionnels qui pourraient quand même bloquer ou pas? Non. Il ne faut pas qu'un organe oligarchique puisse bloquer. La seule cause de blocage que j'imagine, c'est qu'on observe que le scrutin n'était pas loyal, qu'il y a eu de la triche, qu'il y a eu des fraudes. Bon, ça, c'était la chambre du référendum qui est tirée au sort, hein, donc qui n'est pas oligarchique. De le constater, et ça peut être une cause d'invalidation, ok. Mais si le scrutin est reconnu valide, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on attendrait. La décision peut être immédiate. Je ne vois pas du tout pourquoi est-ce qu'il y aurait une promulgation nécessaire. Une promulgation, ça veut dire que l'exécutif peut se mettre en travers en ne promulguant pas. Je vois aucune raison d'accepter ça. Il n'y a aucune raison que le RIC soit promulgué. À partir du moment où il est voté, et notamment à partir du moment où la Chambre du référendum a reconnu valide le scrutin, la décision s'applique. Elle vaut loi. Et y aurait-il un délai à respecter, un délai minimum ou maximum de promulgation? Pourquoi? Non, il faut que ce soit publié au journal officiel tout de suite et exécutoire. Quel impact cette décision a-t-elle sur les institutions européennes? Peuvent-elles empêcher la reconnaissance du résultat? Est-ce que les institutions européennes peuvent empêcher? Elles peuvent essayer, mais à mon avis, dans un peuple qui est devenu constituant au point d'écrire lui-même le référendum d'initiative citoyenne, il va y avoir une contradiction frontale entre les lois que nous voulons et celles que veulent les eurocrates. Donc il va y avoir une contradiction à chaque fois. À chaque fois qu'on va voter quelque chose, on va avoir contre nous les eurocrates, c'est-à-dire les technocrates, c'est-à-dire les jeunes techniciens non élus qui se croient tout permis, qui se jugent aptes et légitimes à tout décider à notre place contre nous, contre nos intérêts. Tous ces jeunes gens-là, ou tous ces gens, vont être en conflit permanent avec ce qu'on va décider par RIC, mais il n'est pas question qu'on respecte leurs oukases, hein, tous leurs coups de force et toutes leurs admonestations, toutes leurs injonctions, on s'en fout complètement. Littéralement, on s'en fout complètement. Je veux dire, bien sûr, les décisions prises par RIC sont, mais c'est pas plus fortes. Elles sont les seules légitimes par rapport aux règles européennes. Toutes les règles européennes sont profondément illégitimes. Il n'y en a pas une qui est légitime. Elles sont toutes imposées par des institutions antidémocratiques. Donc, les institutions et les règles issues des institutions européennes sont profondément illégitimes. Donc elles seront balayées par RIC. Et d'ailleurs, nous sortirons de l'Union européenne par RIC. Hein. À mon avis, les gens aujourd'hui intoxiqués par les médias essayent de trouver une solution en sortant pas de l'Union européenne, mais quand ils vont voir qu'à chaque fois qu'ils décident quelque chose, l'Union européenne se met en travers, rapidement, ils vont se dire, bon, ok, on se barre. À mon avis. Hein. Est-ce que, donc toujours en cas de succès, est-ce qu'il est possible de reposer la même question, c'est-à-dire le camp du non voudrait reposer la même question, et si oui, y aurait-il un délai? Ou le camp du oui si le référendum a raté. Hein. Les deux cas de figure sont possibles. Et à mon avis, comme les gens, nous savons bien que nous pouvons changer d'avis,
il ne faut pas exclure qu'on puisse poser plusieurs fois la même question. Il faut juste prévoir un délai. Quel est le délai raisonnable pour reposer la même question? Quel est le délai raisonnable en fonction duquel un peuple tout entier serait en train de changer d'avis? À mon avis, tous les ans, c'est raisonnable. On peut reposer la même question tous les ans. Peut-être tous les 6 mois. Il faudrait voir. Il faudrait voir à l'expérience. Et si on dit tous les 6 mois et on s'aperçoit que c'est trop court, eh ben on change la Constitution, on met tous les ans, ou le contraire. Il faut que la Chambre du référendum, dont je vous rappelle qu'elle est tirée au sort, il faut qu'elle ait les moyens de son contrôle, de ses contrôles et de ses investigations. Il faut que la Chambre puisse payer des gens, donc il faut qu'elle ait un budget pour ça, il faut qu'elle puisse payer des gens pour enquêter sur les manœuvres, les accusations que les lanceurs d'alerte vont pas manquer de mettre au jour. Il faut que la Chambre puisse investiguer, la Chambre des référendums, et il faut surtout qu'elle puisse, donc il faut qu'elle ait un budget surtout, et surtout encore, il faut qu'elle ait le pouvoir d'ester en justice, le pouvoir d'attaquer en justice les malversations, les manœuvres. Donc c'est la Chambre du référendum à qui il faut qu'on donne les pouvoirs de faire la police, quoi. Pas rendre la justice elle-même. Il ne faut pas que ce soit la même qui soit chargée du contrôle et qui soit chargée de punir, sinon elle devient trop importante en pouvoir. Par contre, il faut qu'elle puisse ester en justice. Et puis ce seront des juges. Ça pourrait être d'ailleurs une chambre tirée au sort, hein, qui serait l'organe de la juridiction chargée d'évaluer. Ça peut être une autre chambre tirée au sort. Il faut mieux que ce soit pas la même. Alors, vous parlez de démocratie représentative, j'ai pas entendu les guillemets, peut-être que vous n'avez pas dit assez fort ou assez gros, mais ce qu'on appelle en général démocratie représentative, c'est un système de domination parlementaire dans lequel les candidats se présentent pendant la campagne électorale comme des serviteurs, et puis dès qu'ils sont au pouvoir, ils se comportent comme des maîtres, parce qu'en fait c'est eux qui ont écrit, eux ou leurs parents, leurs prédécesseurs, qui ont écrit les constitutions, donc ils ont écrit des fausses constitutions dans lesquelles eux, les représentants ont tous les pouvoirs et nous aucun. C'est-à-dire qu'en fait, ce que l'on appelle en général démocratie représentative, c'est un système antidémocratique, très profondément oligarchique et démophobe, ou qui se méfie du peuple. Dans ce contexte-là, cette démocratie représentative n'est pas une démocratie, c'est un système excluant pour les citoyens. Et le RIC nous ramène dans le jeu politique, ramène les citoyens dans le jeu politique, et de ce point de vue est comme une bombe dans la démocratie représentative, en ceci que ça remet les citoyens au pouvoir alors qu'ils en étaient exclus. Donc c'est comme un antidote anti-oligarchique, hein, le RIC, mais à condition de l'écrire nous-mêmes. Hein. Si vous laissez les élus écrire le RIC, vous aurez un rikiki, c'est les Bretons qui ont trouvé ce mot-là. Donc il faut qu'on l'écrive nous-mêmes si on veut un vrai RIC. En quoi est-ce que ça va changer les représentants? Eh ben, à mon avis, les représentants, s'il y a un RIC digne de ce nom, donc écrit par nous-mêmes, qui est mis en place, les représentants, enfin, vont commencer à avoir peur du peuple. Au lieu de s'en servir et de se goinfrer à ses dépens, les représentants vont enfin craindre leur employeur, leur donneur d'ordre. Et ils vont craindre que leurs lois ne soient retoquées, donc ils vont faire de meilleures lois, parce que de toute façon, ça sert à rien d'en faire des mauvaises, puisqu'ils vont se les faire abroger. Ils vont éviter de nous imposer des lois scélérates, parce que nous pourrions les abroger aussitôt. Ils vont nous donner les lois que nous voulions, parce que en 100 ans, ils vont chercher à savoir ce qu'on veut et prévenir nos décisions de façon à éviter la honte de s'être vu imposer une loi par voie citoyenne alors que normalement ça aurait dû être par voie parlementaire. Enfin bref, ils vont devenir vertueux, puis en plus ils vont avoir peur de se faire virer si jamais on les considère comme des traîtres. Donc ils vont être plus vertueux. À la fois parce que ils auront peur d'être sanctionnés, et puis parce que ils vont prendre le goût d'être aimés par nous, parce que quand ils vont mieux nous servir, on va les aimer. Hein. On a besoin d'eux. À mon avis, le RIC va les rendre vertueux. On va avoir de meilleures lois votées par les représentants eux-mêmes, pas par nous,
parce que les représentants auront enfin peur de leur représenter. La volonté générale. Le peuple, le RIC va enfin permettre de voir ce que veut le peuple. Voilà. Le RIC va donner la parole, plus que la parole, le pouvoir de décider au peuple. C'est absolument décisif. C'est tout à fait décisif. Hein. C'est littéralement révolutionnaire. Surtout celui-là, le RIC, écrit par nous-mêmes, donc en toute matière. C'est historique ce truc-là. Il va se passer quelque chose qui ne s'est jamais passé dans l'histoire des hommes, là, grâce à l'Internet. Parce que là, on devient trop nombreux pour qu'ils nous tuent. Les anarchistes étaient les démocrates. Hein. Il ne faut pas écouter ce qu'en disent les bourgeois. Les bourgeois disent que les anarchistes sont des poseurs de bombes, des énergumènes excités, qu'ils confondent les anarchistes avec les black blocs qu'on nous met dans toutes les manifestations, qui tapent sur tout, qui cassent tout, qui donnent une mauvaise image de l'anarchie. Tout ça est une construction. Lisez les anarchistes avant de les condamner, vous verrez que au milieu du 19e siècle, il y avait déjà des démocrates qui réfléchissaient comme nous. Seulement ces gens-là, il n'y avait pas Internet, il n'y avait que des journaux, des feuilles de chou tirées à quelques centaines d'exemplaires, et donc ils étaient eux-mêmes très peu nombreux, quelques centaines, quelques milliers tout au plus, donc facile à assassiner. Donc les démocrates ont toujours été assassinés par les riches, et quand vous avez assassiné tous les démocrates, il faut des générations ensuite pour que ça se reconstitue, qu'il y ait à nouveau des démocrates. Alors que là, avec Internet, on est des millions. On est déjà des millions à être constituants. Ça va être beaucoup plus dur de nous tuer tous. Ils peuvent me tuer moi, peuvent te tuer toi, excuse-moi. Mais on est vraiment de plus en plus nombreux à aspirer à devenir constituants. Ça va tout changer. Le truc le plus grave, c'est la division, la dispersion. Si vous vous dispersez sur les sujets législatifs, c'est mort. Il faut rester concentré sur le processus constituant, populaire. Il faut que nous écrivions nous-mêmes la Constitution. Ça, c'est une cause commune. Il faut rester unis là-dessus. Ne pas vous laisser diviser en... Vous allez voir, il y a des gens de partis qui vont se glisser parmi vous. Des gens de gauche qui vont se glisser parmi vous et qui vont désigner les gens de droite en disant il faut les exclure. Vous allez avoir des gens de droite qui vont se glisser parmi vous, qui vont désigner les gens de gauche en disant attention, il faut les exclure. En disant c'est des gauchistes, des fascistes, des staliniens, que sais-je. Il faut pas, enfin à mon avis, il faut pas donner prise à ces divisions. Les gens qui sont de l'autre bord par rapport à vous, c'est des humains comme vous, qui ont besoin, comme vous, d'instituer la puissance dont on a besoin pour changer les choses. Qu'on soit de gauche, de droite, du centre, peu importe. C'est pour ça que je suis traité de confusionniste. C'est parce que je tiens à ce que le peuple soit uni. Et quand je dis tous ensemble, je dis ça sans me foutre de la gueule du monde. Je pense tous ensemble vraiment. Y compris avec des gens avec qui je suis pas d'accord du tout. Hein. Il y a des gens qui défendent des idées que je trouve dangereuses. Mais c'est des humains. Et je partage avec eux une soumission, une dépossession politique. Donc il faut rester unis et concentrer sur le processus constituant populaire. Ne vous laissez pas embarquer sur... même l'écologie est secondaire. L'écologie, si vous vous concentrez sur l'écologie, le combat est perdu. Parce que je vous rappelle que vous êtes impuissant politiquement. Alors si vous êtes concentré sur l'écologie, vous êtes toujours impuissant politiquement. Et donc vous pouvez dire ce que vous voulez, ce que vous blablatez, vous discutez, c'est très intéressant, vous discutez sur l'écologie, mais comme vous êtes impuissant politiquement, vous ne changerez rien. Il faut d'abord qu'on devienne puissant politiquement pour pouvoir décider. Et là, je n'ai pas besoin de vous le promettre. Je sais que quand les humains vont être capables de décider, leurs premières décisions vont être de nature écologique. Mais encore faut-il qu'ils soient capables de décider. Donc la priorité, c'est ça, c'est de devenir des acteurs politiques. Donc il faut qu'on écrive nous-mêmes la Constitution. Donc pas disperser, concentrer sur le processus constituant et pas diviser. Considérez pas que le mec du parti d'en face, c'est un diable, quoi. C'est un humain comme vous, et on a une cause commune, là. Bon. Ma stratégie, c'est de devenir nombreux à être entraînés. Donc, dans la mesure de ce que je peux faire,
Et si j'avais de l'argent, ben, j'en ferais encore plus. Si j'avais de l'argent, j'aiderais les gens plus encore, je me déplacerais plus encore. Mais ma stratégie, c'est de faire des ateliers constituants. C'est-à-dire d'aider les gens à s'entraîner comme toi. À s'entraîner. Je pense que puisqu'il faut qu'on soit très nombreux à être entraînés à vouloir la même chose, il faut qu'on s'entraîne, qu'on sème des graines. Donc là, ma stratégie, c'est une stratégie souterraine. J'ai pas besoin des élus, j'ai pas besoin des médias. Il faut qu'on sème des graines entre nous par éducation populaire. Et j'ai pas de plan B. Si on fait pas ça, ça marchera pas. Ça va mal se passer. Très mal. Très mal. Mais bon, c'est pas du tout une hypothèse d'école. Le risque existe, hein, parce que les gens viennent aux ateliers. Il y en a beaucoup qui continuent à en faire. Hein. On est très nombreux, mais on n'est pas assez nombreux. Ils le font pas tous. Il y en a plein qui rentrent chez eux en disant putain, c'est super, il parle bien ce gars-là, et puis qui font pas d'atelier. Donc c'est pas une hypothèse farfelue que tout ça finisse très très mal, hein. Parce que les gens sont un peu paresseux, quoi. Ils se trouvent des excuses en disant ça va rien changer, j'ai pas le temps, j'y connais rien. Tout ça, c'est des excuses en bois. Hein. Tous ceux qui sont devenus constituants là, ils sont devenus très vite et c'est pas si compliqué. Je veux dire, il faut juste s'en occuper, quoi. Il faut arrêter de regarder la télé déjà. Ça libère beaucoup de temps. Et puis arrêter de faire des tâches sans importance, quoi. Se concentrer là-dessus parce que c'est important, ça va tout changer. Et puis il faut apprendre à nos enfants à le faire, apprendre à nos enfants à les constituer avec nos voisins, à les constituer avec nos copains, nos cousins, nos parents, nos enfants, collègues de travail. Ça va tout changer. On n'a pas besoin de nos maîtres pour s'émanciper. On n'a pas besoin que le pouvoir rende les clés. Il le fera jamais spontanément. Je sais qu'un ordre de domination ne rend jamais spontanément les clés. Je sais ça. Mais ils sont grands que parce qu'on est à genoux. C'est pas une fatalité qu'on soit à genoux. Ce que je suggère, c'est pas d'attendre que les élus deviennent meilleurs. Ça, ce serait une impasse. Ça n'arrivera pas. Ce que je suggère, que nous devenions tous constituants, ça dépend de nous. Donc c'est possible. Donc c'est très optimiste. C'est un truc tout à fait à notre portée. C'est tout à fait à notre portée. Il faut juste qu'on soit nombreux et qu'on arrête de se détester. Qu'on arrête de détester celui qui n'est pas du même parti. Nous avons un parti commun qui est celui de l'impuissance politique. Parce qu'on a été mis en prison par nos élus. Une espèce de prison politique, une cage. Ça, c'est une cause commune, mais que vous partagez avec les gens du parti d'en face que vous détestez, parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs législatifs. Mais on verra plus tard les différences de décisions législatives. Pour l'instant, vous vous disputez sur les lois à prendre, à ne pas prendre, mais vous discutez. Vous n'avez pas le pouvoir. Il ne tient qu'à nous de reprendre ce pouvoir. Il ne tient qu'à nous d'écrire nous-mêmes le contrat de travail de nos représentants, Le contrat de travail, c'est nous l'employeur, c'est nous qui les payons, c'est nous qui avons besoin d'être représentés, c'est nous qui devons décider quel type de représentation nous voulons. Et c'est déjà en train de se faire. Les gilets jaunes constituants et les citoyens constituants avec ou sans gilets jaunes, en fait. Mais les gilets jaunes constituants, c'est les signes avant-coureurs. Hein. Ils sont exemplaires. On devrait tous devenir gilets jaunes constituants. Ça va se passer. Vous allez voir, ça va se passer. On n'a pas besoin de nos ennemis pour s'émanciper. Les ennemis du peuple, là, la poignée de gens qui ont le pouvoir, là, on n'a pas besoin d'eux. Mais il faut qu'on apprenne dans notre tête à instituer nous-mêmes notre puissance. C'est ça qui est en train de se faire chez les Gilets jaunes. Merci beaucoup. Merci à vous de tout ce que vous faites.